Ronnie Broman, vous avez eu une formation en épidémiologie et vous avez été souvent confronté aux épidémies sur le terrain. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces 2 mois de confinement et de ce qu'on vient de vivre? D'une part, que c'est une expérience anthropologique, pourrait-on dire, parce que vécue par l'ensemble du genre humain, qui est unique, au sens où elle n'a pas de précédent. C'est un événement inédit. Alors, je ne réponds pas tout à fait à votre question, parce qu'à vrai dire, je ne sais pas très bien quel bilan tirer. Je pense qu'il est trop tôt pour tirer un bilan. On peut juste énoncer des espoirs, des aspirations, mais pas encore de bilan. Moi, vous savez, je fais partie des optimistes. C'est pour ça que je vais vous poser la question. Est-ce que ça aurait pu être pire? Oui, ça pourrait être pire, bien entendu. Imaginons, par exemple, à la rentrée, une recombinaison du virus sous une forme un peu plus virulente avec l'épidémie de grippe qui va inévitablement surgir, disons, à l'automne, parce que c'est une épidémie saisonnière qui revient avec une intensité plus ou moins grande, mais qui revient toujours. Chaque année, une recombinaison est possible avec une augmentation de virulence et une augmentation de contagiosité. C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on craignait pour le SRAS version 1, donc le premier coronavirus de ce type-là. C'est ce qu'on craignait également pour Ebola. Et c'est ce que les épidémiologistes, les virologues, enfin, disons les spécialistes de santé publique en général, craignent. Une crainte qu'ils essayent de partager avec les décideurs politiques. Mais ceux-ci sont assez peu sensibles à des menaces qui sont virtuelles, à des probabilités qui, heureusement, sont assez faibles. Parce que quand je parle de ce risque, je veux aussi préciser que sa probabilité est quand même très basse. Mais elle n'est pas nulle. Et donc, se préparer à des situations beaucoup plus graves, ça doit faire partie de l'ordre du jour des réunions politiques, des décisions politiques, aujourd'hui, et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Alors, quand on voit que l'OMS est piétinée aujourd'hui par le président Trump et peu soutenue par les États qui continuent de faire valoir leurs intérêts plutôt que les enjeux de santé publique globale, il n'y a pas matière à être optimiste. Mais enfin, c'est la peur qui engendre des chocs, lesquels engendrent des transformations. Quand on écoute la dernière vidéo du professeur Raoult où il dit que bon, bah, ça y est, c'est quasiment terminé, est-ce qu'on doit être optimiste ou est-ce qu'on doit ne pas l'écouter? Enfin, moi, personnellement, j'attache assez peu d'importance aux opinions du professeur Raoult, qui est un climato-sceptique, qui a au début déclaré que cette grippe était il s'agissait d'une grippette sans importance. Je rappelle tout de même qu'elle compte parmi les toutes premières causes de mortalité dans le monde aujourd'hui. Hein. Donc, dire qu'il s'agissait d'une grippette, c'était quand même déjà manquer un moment important de cet événement. Et puis, cette promotion de la chloroquine, qui au départ n'était pas du tout déplacée. Après tout, on pouvait prêter des vertus à la chloroquine. Enfin, jusqu'à présent, alors là, je parle en médecin, les vertus antivirales de la chloroquine n'ont pas été démontrées. Elles étaient pensables, vu le mode d'action de la chloroquine. Donc, c'était pas du tout stupide d'invoquer la chloroquine et de l'essayer sur ce virus. Mais enfin, les essais sur des virus précédents, le Zika, le chikungunya, n'ont pas été probants et même, dans certains cas, ils ont aggravé la maladie. Eh bien, on retrouve malheureusement, je le regrette, mais on retrouve malheureusement cette situation ici. Alors donc, se cramponner à ce médicament présenté comme pratiquement un miracle, pas cher, efficace, accessible à tous, bien connu, bref, présentant toutes les vertus d'une panacée, c'est, à mon avis, taper à côté de la plaque. Et dans une situation si sérieuse, je trouve que ça n'est pas très sérieux. La crise du Covid, c'est la première crise où les algorithmes entrent en jeu dans l'histoire de l'humanité. Les algorithmes vont servir, en tout cas servent déjà, comme en Corée du Sud. On va en parler dans un instant avec Charlotte, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de confiance. Quand on voit ce qui se passe en Suède, où il y a un pacte de confiance entre le gouvernement et la population et les citoyens suédois, en France, on a l'impression que c'est impossible d'avoir ce pacte de confiance. Quand on voit par exemple un sondage IFOP qui date du 7 mai, 65% des Français ne faisaient pas confiance au gouvernement pour un déconfinement le 11 mai. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de confiance entre les citoyens français et le gouvernement ? Je crois qu'il y a eu trop de cafouillage dans la gestion de cette épidémie. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'a pris que de mauvaises mesures, loin de là. Je le disais, par exemple, le confinement, je le comprenais, mais je comprenais mal la manière dont on contextualisait. Enfin, je sais pas que je comprenais mal, je comprenais très bien, mais je voyais qu'il s'agissait d'un bobard. On nous racontait des cracks en nous disant que les masques et les tests ne servent à rien. Alors quand ensuite il faut faire un virage à 180 degrés, venir expliquer qu'au contraire, les masques et les tests sont la solution
en l'absence pour l'instant de médicaments et de vaccins, et que c'est cela qui va permettre le déconfinement, ce qui est vrai. Mais cette vérité d'aujourd'hui, elle est entachée par le mensonge d'hier.